Who's Next, tome 1, Ocean's Rush, tome 1, The Common Breed, tome 1, Succubus and Hitman, Escala Yokohama, tome 3, tome 11, et Zone Fantôme, tome 2. C'est le sommaire de ce manga vorace générique. Alors on va démarrer sans plus attendre par la découverte tome 1 The Common Breed chez Vega Dupuis par Mujia. Je savais pas trop à quoi m'attendre et la cover est pas spécialement folle mais quand même intrigante parce que c'est assez épuré et parce que ça laisse sous-entendre une espèce d'aventure, d'environnement peut-être un peu hostile, peut-être post-apo, je savais pas. J'ai absolument pas lu, c'est un achat cover, c'est un achat impulsif, compulsif, tout ce que vous voulez. Un achat curieux, on va dire, que c'est pour la curiosité, c'est pour la passion. Voilà. Alors en vérité, j'ai été agréablement surpris de constater qu'on était effectivement dans un monde post-apocalyptique, mais post-apocalyptique 1000 ans plus tard par rapport à nous. Et donc, la civilisation a quasiment disparu, les humains aussi. Il en reste un petit peu et ces derniers se nourrissent que d'un seul aliment qui bien sûr apporte tous les nutriments essentiels, patati patata, qui est fabriqué dans une espèce d'usine, pour l'instant on n'en sait trop rien, réglementée par l'église, parce que manifestement il y a de la religion, ou en tout cas il y a ce qu'on appelle une église, parce que c'est peut-être pas finalement une religion comme nous, on pourrait l'imaginer à l'heure d'aujourd'hui, c'est 1000 ans plus tard, donc peut-être qu'il y a des nuances pour l'instant qu'on ne connaît pas du tout dans le scénario, on verra ça plus tard. Toujours est-il que c'est le seul aliment que les humains ont le droit de manger. Le Common Breed, c'est quoi? C'est justement cet aliment-là, une espèce de pâte, voilà, c'est un sneakers quoi, hein, mais avec tous les nutriments, sûrement avec un goût dégueulasse. Et notre aventurière, notre fouineuse, fait des fouilles archéologiques comme ça pour aller chercher des objets de l'ancienne civilisation. Il y a un petit côté Zelda où, où vous avez des traces de la civilisation, vous vous demandez bien à quoi ça peut servir, ce que ça pouvait être. Et en fait, elle s'est mise une idée en tête, c'est que quand bien même elle ne remet pas tout en question, elle a quand même envie de manger autre chose. Parce qu'il se trouve qu'elle a déjà découvert, en le goûtant, un plat, un mets, et que c'était absolument délicieux. Je vous dis pas lequel, c'est la surprise. Moi j'ai imaginé plein de choses et puis bon, c'est drôle, c'est amusant. Alors ce manga c'est une bonne surprise, pourquoi? Parce que en fait il se lit avec une fluidité quasiment déconcertante, avec une espèce de plaisir, tout s'enchaîne, tout s'imbrique très bien, on comprend l'environnement, on comprend les personnages, ça se lit vite, ça se lit bien, il y a quand même de l'action, il y a pas mal de références, pas mal de clins d'œil au niveau référence. Je dirais que c'est un cousin, et un cousin très rapproché à A Journey Beyond Even. Clairement, si vous avez aimé ce dernier, alors celui-ci est fait pour vous. Vous pouvez déjà arrêter la vidéo et partir l'acheter, je suis à peu près sûr de moi. Après, il y a quelques petits clins d'œil également, parce que notre personnage, notre héroïne là, sait se battre. Et dans un monde apocalyptique comme ça, post-apo, une héroïne qui sait se battre, qui maîtrise un peu les armes à feu, et qui maîtrise un petit peu aussi le kung-fu. Ah, il y a un petit peu de Gali là-dedans, j'ai trouvé ça très agréable. Et puis, il y a aussi un très fort clin d'œil à Blême. Si vous l'avez lu, vous avez les commentaires pour confirmer ou non est-ce que vous l'avez vu, mais moi je trouve. En tout cas, le scénario se met évidemment doucement en place. On est à la fois dans quelque chose de fantastique, parce qu'il y a également des créatures qui sont là, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à Out Journey Beyond Even. On ne sait pas trop qui elles sont, pourquoi elles sont là, peut-être qu'elles sont responsables de la fin du monde d'il y a 1000 ans, sûrement. Ou pas, on n'en sait rien. Et puis il y a un petit côté chill également, parce qu'on va suivre finalement les aventures au quotidien, donc cette tranche de vie de l'héroïne, qui n'est pas forcément dans la suraction, qui n'est pas en recherche comme ça de danger, mais qui est dans un environnement où du danger il y en a. Donc de toute façon il va venir, il va se présenter à un moment ou à un autre, on ne sait pas forcément quand ou comment, mais il faut être un petit peu aux aguets comme ça et faire attention. Donc c'est très agréable, il y a un petit côté réaliste, pertinent. Et je recommande ce titre de Vega Dupuis, qui pour le coup est une petite maison d'édition. Alors je le mets entre guillemets, petite pour Dupuis, mais dans le monde du manga quand même c'est pas forcément si implanté que ça. Et qui commence à avoir un catalogue assez appréciable. Alors évidemment Peleliu, Natsuko no Sake, mais j'avais fait la découverte de Genesis. Et là The Common Breed que je recommande fortement. Allez, suivant.
enchaîner maintenant sur 2 titres de lecture en cours, donc ça va aller un petit peu plus vite. Dans les prochains Mangavoras, ce sera comme ça, je m'attarderai beaucoup plus longtemps sur les premiers ou les derniers tomes, et puis selon la semaine, selon comment ça se passe au niveau de mes lectures, je vous parlerai des lectures en cours, voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas, de vous conseiller de voir un petit peu où on en est. On va démarrer avec du chill, en veux-tu en voilà, cette douceur à boire avec un café, une petite musique d'ambiance, genre Saint-Germain, Détroit, tout ça. Escale à Yokohama, c'est top, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est très rapide à lire. Ça, c'est paradoxal, je l'avais déjà dit, parce que ça se lit aussi vite que le manga prend son temps. Mais voilà, on arrive à la fin, puisque là, il y a 12 tomes sur 14, donc ça y est, ça se termine, et je vous conseillerais, si ce manga vous intéresse, je vous conseillerais fortement de commencer l'acquisition. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, on arrive sur un manga qui se termine, mais je ne suis pas certain que ce soit un manga qui fasse des quantités, et des quantités de vente. On n'est pas sur du gros manga, c'est plutôt de niche. En plus, il y a une ambiance des années 90, il y a un trait des années 90, qui fait que peut-être ça peut rebuter les plus jeunes d'entre nous. Pourquoi pas, c'est possible ou pas, mais si ce manga vous interpelle, alors il est peut-être temps de passer le cap. Moi, je vous le dis, je vous le conseille, ça ne veut pas dire qu'il y a de la rupture, tout ça, ça ne veut pas dire ça. On sait comment ça marche aussi. Les mangas qui vendent moins bien seront aussi les premiers qui seront arrêtés. Pour de vrai, toutes les personnes avec qui j'en ai discuté et qui le connaissent aiment énormément ce titre. Bon, c'est qu'il y a bien une raison. Et l'autre titre de chez Meian, justement, lecture en cours, alors elle est complètement à l'opposé, là c'est une nouveauté 2023. Alors, on est beaucoup plus sur un manga popcorn avec une espèce de violence. Alors, j'allais dire violence gratuite, oui et non. Je m'explique. Succubus en Hitman, je vous avais dit, les 2 premiers tomes, c'était assez cru, c'est pour public averti. Attention, attention, il y a de la vengeance, il y a des armes, il y a de la violence, il y a du démon, avec tout ce que ça implique aussi de rapports charnels. Donc, c'est très cru au niveau corporel, au sens propre comme au sens figuré. Mais je trouvais que ça passait. Et le tome 3, bam, il rajoute une couche dès le départ. Waouh! Ok, alors violence gratuite, oui, de notre point de vue par rapport à nos normes. Mais on est dans un monde démoniaque et donc on est par rapport à leurs normes. Donc c'est pas si gratuit que ça en fait. J'ai envie de dire, ça se justifie à lui-même et ça marche, c'est bien dessiné, c'est frais, c'est moderne là pour le coup, très moderne. Et oui, on en demande quoi. Un titre qui me plaît de lire et dont je m'impatiente en fait maintenant de voir un petit peu où on va aller avec cette œuvre. Donc là aussi, si vous êtes amateur du genre, allez-y, foncez. Suivant. On va s'attaquer maintenant à la grosse découverte de la semaine, le coup de cœur de la semaine, on peut le dire. Nous sommes chez Akata avec le tome 1 d'Ocean Rush. Déjà, le speech de base m'intéressait énormément. C'est écrit en gros là, il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, de quoi ça parle, d'autant que le trait m'interpelle énormément, et puis manifestement il est question de cinéma. Alors avec Tatsuki Fujimoto qui adore le cinéma et qui pour le coup le met bien en évidence dans ses mangas et maîtrise en plus le genre, je me suis dit ah tiens c'est un petit peu à la mode peut-être, j'en sais rien, et ça me plaît, ça me parle. Il y a un petit côté dans le trait aussi Blue Period là où je me dis ah peut-être que ça va être un peu la même chose avec une école de cinéma, on va voir, ça me parle beaucoup. En fait, qu'en est-il? Vous avez, alors je vais retrouver les prénoms. Le mari d'Umiko, donc Umiko pour la première, et là c'est Kei ou Kei je pense, parce que ça doit être Kei, ça m'étonnerait, donc Kei. Donc Umiko, veuve de 65 ans, qui vit depuis 2-3 mois, depuis la mort de son mari, un petit peu dans les souvenirs, donc qui fait le deuil en douceur, qui a l'air d'être une femme qui continue malgré tout d'avoir sa petite routine, seule du coup, et qui aimait partager, ou en tout cas son mari aimait énormément partager des films au domicile et voire aller au cinéma. Mais elle allait au cinéma, parce qu'elle aimait son mari, regarder les films, mais elle regardait pas forcément les films en vérité, elle regardait plutôt les comportements des gens pendant qu'il regardait les films. Et elle regardait également les comportements de son mari quand il regardait un film. Elle va décider de retourner au cinéma et finalement elle va recommencer ça, elle va s'apercevoir qu'elle regarde un petit peu autour d'elle et justement on a un jeune homme, un jeune étudiant à côté d'elle qui va la griller en fait, qui va la capter. Il se trouve que cet étudiant, lui, est étudiant dans une école de cinéma pour devenir réalisateur et ils vont sympathiser un petit peu. Elle va lui demander quelque chose de précis, il va se passer des choses, elle va être bouleversée par ses phrases parce qu'en fait il va taper dans le mille et de là elle va se rendre compte qu'elle veut en fait reprendre ses études et elle veut réaliser des films. La fin du tome est nickel parce que ça relance complètement le sujet, ça aurait presque pu être un one shot et de fait là les quelques dernières pages, bam, patatras, ça repart. Et on dit voilà, ça y est, t'as trouvé ce que tu voulais faire, t'as trouvé ce que tu vas faire. Et nous, du coup, tant mieux, parce qu'on va avoir quelques tomes avec ça en plus. Alors combien, je sais pas, mais on va en avoir. Et c'est vraiment sympathique. Oui, ça fait penser à Blue Period. Et oui,
Si vous avez aimé Blue Period, alors je pense que vous devriez vraiment vous intéresser à ce manga dans le fond et dans la forme, parce que là aussi le trait est plutôt épuré, avec une petite touche féminine comme ça qui n'est pas désagréable du tout. Un manga qui oscille un petit peu entre du seinen, shoujo, un mix global plutôt bien maîtrisé, parce que maintenant les genres, je trouve que ça se mélange, on s'affranchit un petit peu de tout ça, c'est pas si grave. Mais voilà, vous avez ça quand même, un côté très mature dans le trait, avec quelques petites touches comme ça un peu plus légères, un peu plus jeunes. Bah, en même temps c'est normal, puisque vous avez un personnage principal de 65 ans et l'autre qui en a une 20. Donc il y a un contraste dans les attitudes et dans les traits aussi, dans la façon de dessiner. Ça marche bien, là j'y pense d'un coup, mais oui, ça marche bien. Vraiment très agréable à lire d'une traite, je l'ai fait, et je le précise parce que finalement je lis tellement que des fois même j'en lis plusieurs en même temps, c'est n'importe quoi. Voilà, Ocean Rush, le gros coup de cœur de la semaine. Après le coup de cœur, on va enchaîner avec la petite déception, et je parle d'un tome 2 de Zone Fantôme. Alors Zone Fantôme, il y a le tome 1 qui est sorti fin 2022. Moi j'aimais beaucoup parce que c'est un recueil de Junji Ito, horreur psychologique, quelque chose de malaisant, quelque chose de plutôt bien dessiné mais quand même assez psychorigide dans le trait, quelque chose d'assez intrigant, de mystérieux, on ne sait pas trop où on met les pieds, c'est ça qui renforce un peu l'attention dans le manga. Et puis c'était un recueil, il y avait vraiment tout un éventail d'histoires différentes, de différentes longueurs, de différents thèmes, de différentes façons d'aborder, que Junji Ito maîtrise parfaitement, et ça marche, ça marche. Je l'avais conseillé d'ailleurs pour découvrir l'auteur, parce que je trouve qu'il était très représentatif du spectre de la création de l'auteur, ça marchait bien. Zone Fantôme 2, j'ai trouvé ça naze. Je l'ai trouvé naze pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'est pas si épais que ça, et que finalement le tome 1 plus le tome 2, alors il est où le tome 1? Ouais, je le vois là, on aurait pu avoir un seul tome en vérité. Je trouve que là c'est un peu... voilà. J'ai envie d'avoir le full set, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 histoires, parce qu'on retrouve un peu les choses qu'on a déjà lues avant dans d'autres Junji Ito en vérité, mais avec beaucoup de saveur en moins. J'ai pas trouvé les histoires très pertinentes, je les ai pas trouvées très intéressantes. C'est de loin, on est loin d'avoir le meilleur de Junji Ito dans ce titre, même s'il y a des choses qui sont vraiment sympas, hein. Ça reste le maître de l'horreur et ça reste très agréable. Si vous êtes fan inconditionnel, alors allez-y. Mais si vous avez envie de découvrir l'auteur, abstenez-vous de prendre celui-là d'abord, allez vraiment vers d'autres titres. Le tome 1, le Zone Fantôme 1 était très bon, moi je vous le conseille encore. Mais lui moins. Voilà, une petite déception. On verra le prochain. Moi, il me tarde de redécouvrir les autres, hein, les prochains titres qui vont arriver. Allez, suivant. Et on va conclure ce manga vorace avec une autre découverte, Who's Next, de Kiminori Wakasui. Pourquoi je le dis? Parce que c'est l'auteur de Detroit Metal City. Alors, Detroit Metal City, c'est un manga qui, pour résumer, vaut pas grand-chose, hein. Je crois qu'il est bien coté, mais enfin, le contenu n'est vraiment pas fou. Mais pas fou du tout. Et pourtant, c'est culte. C'est culte parce que ça, c'est exactement comme ça et pour ça qu'on aime les mangas. Et donc, bon, on reconnaît évidemment le trait de l'auteur, des visages un peu métalleux. Et donc, j'avais hâte en fait de découvrir un petit peu ce qu'il en était avec ce titre. Là, nous sommes chez Delcourt Tonkam, c'est le numéro 1, et on n'est pas dans un monde post-apo, mais il y a quand même des créatures. En l'occurrence, il y a une créature étrange qui a décidé d'établir domicile dans une école. Et elle fait un carnage, hein. Elle bouffe les humains, profs, lycéens, tout le monde. Tout le monde y passe, jusqu'à ce qu'à un moment, les humains en vie restants décident de faire un sacrifice par jour. Donc ils jettent l'humain le moins intéressant du lot. C'est décidé arbitrairement par les dominants, bien sûr, et ils le donnent en pâture à la créature qui s'en nourrit, et puis hop, qui vient pioncer en attendant le lendemain. Comme ça, elle mange une fois tous les jours, manifestement, ça lui convient très très bien. La créature, elle est bizarre. Elle est très bizarre. Ouais, j'avais trouvé les anges d'Evangelion quand c'était sorti, what the fuck, mais alors elle, bon, passons. Ça se met en place doucement, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, mais étrangement, je suis allé au bout du manga là aussi d'une traite, parce que d'une part ça se lit bien,
Et puis parce que ça tient la route dans le n'importe quoi. Et évidemment, on intègre l'histoire, si j'ose dire, au moment où il y a quand même de moins en moins d'humains vivants. Donc on est sur un petit comité et il se trouve qu'il reste deux catégories, les dominants et ceux qui étaient vraiment dominés, quasiment esclaves en fait, qui s'occupaient des tâches quotidiennes. Vous pensez bien que qui va être donné en pâture, ça va être forcément les dominés. Mais ça va pas tout à fait se passer comme ça, et on va se rendre compte que peut-être qu'il y en a qui arrivent à devenir un petit peu plus forts et avec plus de confiance qu'on pouvait bien le supposer. Bon, ça va très très vite, on se dit mais ça va être en 1 ou 2 tomes cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Et là, patatras, à la fin du manga, il se passe évidemment un événement qui remet tout en question, heureusement, parce que j'aurais été déçu, heureusement, parce que vraiment, hein, à 95% du manga, je suis en train de me dire mais ça va être bâché, bâclé, grosse erreur quoi. Et non. Voilà, ça repart, et il y a plusieurs tomes, je suis allé regarder, du coup, on est à 6 ou 7 tomes, je crois, au Japon, donc bah ouais, je pense que ça tient la route, et je pense que ça va prendre son essor, ça peut être intéressant. Alors voilà, si vous aimez les mangas un peu what the fuck, un peu popcorn, pas post-apo, mais avec quelques créatures, où voilà, ça fight, et vous faites pas le poids, parce que vous faites pas le poids, là, et bah voilà, ça marche, c'est léger, et c'est plutôt dynamique. L'auteur au niveau du dessin, des fois c'est un peu bancal, mais étonnamment c'est un peu son style aussi, et moi je trouve que ça fonctionne en vérité. Voilà, Who's Next, ce serait pas la grosse recommandation, mais ça peut en rester une si ça vous intéresse. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de ce manga vorace. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous donne rendez-vous vendredi, mais vendredi, je vous donne rendez-vous pourquoi? On verra, surprise. En attendant, lisez plein de mangas, et moi je vous dis...